on rentre dans une deuxième partie de l'émission. Donc on a des questions qui arrivent en nombre, notamment une question de Russe qui nous demande quelles seraient les écoles d'alchimie les plus importantes et les matières ou les substances sur lesquelles elles travaillent. Je ne sais pas si on va répondre, hein. En Non, dehors mais des écoles d'Orient et d'Occident, qui ne travaillent pas sur la même chose, puisqu'on n'est pas calé sur les mêmes éléments. On parlait de résonance tout à l'heure. Il y a 4 peuples et 4 éléments. Et donc, on peut considérer que le peuple rouge a comme élément la terre, que le peuple noir a comme élément l'eau, que le peuple jaune a comme élément l'air, et que le peuple rouge a comme élément le feu. Et donc, les voies qu'on va avoir tendance à suivre vont être des voies en fonction, mais même les cosmogonies, mais quand on lit les textes, hein, si on regarde la manière dont sont nés ces peuples, vous allez voir que la cosmogonie correspond bien aux éléments qu'on va voir. Alors moi, je reste convaincu aujourd'hui, mais peut-être j'y suis pas né, donc je ne peux pas savoir, qu'il n'y a pas d'école d'alchimie. Pour moi, le chemin de l'alchimiste est un chemin solitaire. Comme tous les chemins initiatiques, on ne fait qu'associer temporairement des destins individuels. Bien sûr, on peut échanger avec quelqu'un, bien sûr, on peut tirer des expériences, mais je reste convaincu que le travail, on le fait seul. Et je pense que le problème avec les écoles, c'est l'ego qui vient derrière. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a un groupe, à moins que tout le monde soit d'une sagesse irréprochable, bien, il peut y avoir très vite des choses qui ne sont pas de l'alchimie. Après, on en a d'autres. Je pense à Prague aussi, une ville que j'aime beaucoup, où là, c'est l'empereur qui décide autour de lui de ramener des alchimistes. Évidemment, il y en a, parce qu'il leur donne des manières et des moyens de travailler. Donc, ils viennent, et c'est plutôt sympathique. Mais je ne pense pas, peut-être les écoles égyptiennes, peut-être les écoles grecques, et encore, moi je pense que ça s'est arrêté avec les Égyptiens, et que les Grecs avec les Ptolémaïques ont un peu dévoyé, c'est-à-dire qu'ils ont raconté un petit peu tout ce qu'ils avaient vu, qu'on leur avait dit de pas dire, et ils ont fait des écoles partout. Donc, et puis il y a autre chose aussi, puisqu'on parle d'autres écoles, là on parle que d'alchimie occidentale, mais évidemment l'alchimie chinoise qui est excessivement plus ancienne que la nôtre. Et en plus, eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils ne sont pas soumis à un système judéo-chrétien, donc le bien et le mal, c'est pas un problème. Alors que nous, on cache tout, quoi. L'Inde n'a jamais eu de rupture dans son histoire. Donc ça veut dire qu'ils parlent toujours de la même chose. Alors c'est vrai, comme ils ne sont pas calés sur le même élément, on va dire peut-être qu'ils travaillent sur la voie du cinabre, qui est un autre sulfure, un sulfure de mercure, qui est la partie haute de la réalité, alors que le sulfure d'antimoine est la partie basse. Et comme nous, on est plus dense qu'eux, on aurait tendance à travailler. Donc, s'il y a une école, écoutez, je pose ma candidature, on ne sait jamais. Et puis, pour pouvoir échanger. Comme Patrick, moi je pense aussi qu'il n'y a plus vraiment d'école à proprement parler, en tout cas ici en Occident, en Europe. Mais c'est vrai aussi que ce soit Patrick ou moi, on a eu la chance à un moment, mais on l'a peut-être cherché aussi pendant pas mal d'années, de croiser des personnes qui ont été extrêmement importantes ou significatives au point de vue de cette transmission dont on parle toujours. Mais ce n'est qu'effectivement qu'un croisement, un moment particulier dans l'expérience, et ensuite on est effectivement seul au creuset, seul devant les ballons, seul devant le laboratoire avec tout ce que ça représente. Et effectivement, chacun va faire son chemin. Mais je pense aussi que il n'y a rien de plus différent pour chaque personne dans son approche. Et bon, en ce qui me concerne, moi j'ai croisé 4 ou 5 personnes qui faisaient réellement de l'alchimie concrète. J'ai aussi croisé à un moment, ça fait un petit peu partie de l'histoire de l'alchimie contemporaine, le groupement de Solazarev, mais c'était très bref parce que là, bon, effectivement, on se trouvait devant un autre problème qui était d'ordre beaucoup plus psychologique qu'autre chose. Et donc, pour parler de personnes qui recherchaient à travers l'alchimie finalement une voie de progression spirituelle, de compréhension de l'univers exactement dans l'état d'esprit où le présente Patrick pour l'instant. C'est assez rare de les croiser, mais il arrive effectivement qu'on puisse les croiser. C'est une chance et en même temps, je pense que cette chance, c'est tout un cheminement déjà.
enfin en ce qui me concerne, ça a bien pris une vingtaine d'années avant que je passe du stade de la lecture. J'ai croisé M. Gransulier que j'avais 18 ans, Emmanuel de Gvorst à 19 ans et demi, puis ensuite ce Lazareff à 24-25 ans, et puis plus personne, et puis un beau jour ça a été M. X qui m'a effectivement, lui, carrément propulsé dans le laboratoire. Parce que lui en avait une expérience énorme et que donc il pouvait me faire progresser, je dirais, beaucoup plus facilement. Ceci dit, depuis lors, depuis que je ne vois plus ce monsieur, je suis de nouveau face à mes propres problèmes. Donc Patrick, lui, a une voix apparemment beaucoup plus directe, je dirais peut-être plus dégagée que la mienne, pour obtenir dans sa vie que l'alchimie soit vraiment l'essentiel et que rien d'autre autour ne soit un obstacle ou que rien ne vient interférer avec sa progression, tant mieux. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde non plus. Les vies sont à chaque fois différentes. Et puis ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. Je veux dire, il y a des choses qui semblent faciles à un moment, mais parce qu'on les a fait pendant 15 ans. Donc on passe aussi à travers. Moi je pense, pardon, que tout le monde passe aussi à travers son œuvre noire et que quoi qu'il arrive, comme l'expérience a une place dans l'expérimentateur, je pense que pour moi les voies sont des voies longues et difficiles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont longues et difficiles, ça veut dire qu'on est épais. Et que tant qu'on n'est pas passé à travers cette épaisseur, eh bien, il va se passer quelque chose. Et c'est peut-être la vertu, justement, du maître, nous mettre un peu le nez dedans et nous dire, tiens, toi qui crois arriver, qui te crois si malin, tiens, balaye-moi le laboratoire. Alors là, on peut avoir deux hypothèses qui disent comment on peut me faire ça à moi et partir, et autrement me dire, j'ai le respect du maître, il sait ce qu'il fait, et je vais suivre cette voie. Mais c'est pas simple, c'est pas facile, c'est un peu quand on voit un virtuose qui joue du piano, ça a l'air facile, hein, mais on se rend pas compte qu'il a fait des gammes pendant des années, et que moi je pense que c'est ça justement la caractéristique d'un artiste, d'un vrai artiste, c'est qu'il nous fait voir la beauté, et qu'il n'est pas un obstacle à cette beauté. Et tant qu'on est un obstacle, eh bien, on va teinter ce qu'on transmet, on va teinter ce qu'on fait de ce qu'on est. Alors, en reprenant des questions un petit peu de différents internautes, une question différente avant de revenir sur les questions de transmission qui ont l'air d'intéresser beaucoup d'internautes. Pourquoi y a-t-il 4 éléments en Occident et 5 en Chine, et quel est le rapport à en tirer au niveau de l'alchimie et de ses particularités selon les continents que vous évoquiez tout à l'heure, Patrick? Le principe, c'est que, en Occident, on cache tout. C'est-à-dire la quintessence, c'est vraiment quelque chose au-delà de la matière. Alors qu'en Chine, on fait une roue, c'est-à-dire qu'on a une étoile à 5 branches, et c'est à l'intérieur de cette étoile à 5 branches qu'on va passer. Donc, pas seulement pour les éléments, mais pour tout. Je veux dire, très fréquemment, on voit dans les textes chinois des descriptions d'opérations et de matières premières qu'on ne voit jamais chez nous. Et les gens disent finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que si tu dois y arriver, tu vas y arriver. Et par contre, si tu ne dois pas y arriver, tu ne dois pas y arriver. Ils ont un avantage aussi fondamental, c'est qu'en Chine, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Quand on discute toujours avec un Chinois ou un Japonais, on se dit, mais dit jamais oui, dit non, dit peut-être, on ne sait pas, ça dépend des circonstances. Mais je pense que c'est un grand avantage quand on fait de l'alchimie, parce que si on se dit c'est comme ça et c'est pas autrement, et que c'est autrement, ça marche pas, et on va répéter la même erreur pendant le temps nécessaire. Alors que si on est capable de se dire, ah oui, c'est une question de circonstances, si c'est pas les bonnes circonstances aujourd'hui, ça sera les bonnes circonstances demain. On est beaucoup plus détaché, hein. On le voit chez les femmes les ménopausées, je veux dire, chez les Chinois, elles font pas de bouffées de chaleur, quoi, parce qu'elles savent gérer leurs émotions autrement. Donc moi, je pense que c'est bien sûr, parce qu'on nous donne des clés différentes, dont l'une pour moi qui est assez intéressante, c'est la représentation du dragon. Parce qu'évidemment, le dragon chinois n'est pas le même que le dragon occidental qu'on a. Nous, il est épais, il est lourd, il est très fixe, il a des grosses pattes, il s'accroche à l'intérieur de la matière. Alors que le dragon chinois, il n'a pas d'ailes. C'est comme un serpent, finalement. On peut dire qu'il fait un mouvement sinusoïdal. Et on peut dire qu'il monte de la terre au ciel, justement, un peu comme le caducée. Il y a peut-être une raison.
Landré, enfin c'est son pseudonyme, nous pose la question suivante. Transmission individuellement, comment cette rencontre magique s'opère-t-elle entre maître et disciple, serait-on amené à dire, dans la vision de beaucoup de, de nos internautes qui rejoint un petit peu d'autres questions d'un certain nombre d'internautes qui parlent aussi de cette transmission, de cette réflexion autour de qu'est-ce qui conditionne le démarrage d'une transmission à un disciple, qu'est-ce qui fait la qualité de cette relation. Ben, c'est variable, hein, ça dépend des personnes. Et puis bon, les critères sont pas les mêmes pour une personne qui a une expérience énorme de l'alchimie. Elle doit avoir une intuition directe que la personne qui se présente à eux n'est pas quelqu'un d'anodin et correspond à quelqu'un de sincère et quelqu'un qui a déjà fait une certaine recherche. Je pense qu'on ne prend pas quelqu'un, sauf exception peut-être dans le cas de M. Cancelier qui a commencé à 15 ans, mais je veux dire c'est plutôt exceptionnel qu'on soit déjà mis sur une route de ce style à un âge extrêmement tôt. Par contre, c'est fréquent que l'on découvre l'alchimie par le livre à cet âge-là, mais par contre, croiser un maître et être pris comme apprenant sur une voie, ça me paraît quelque chose d'assez énigmatique quand même, c'est difficile à définir. Oui, c'est vrai. Après, je ne vais pas paraphraser en disant quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais c'est vrai qu'après, comme on finit par s'intéresser aux mêmes choses, on va finir par croiser des gens un peu au même endroit. Et je pense que le vrai maître, c'est celui, on ne sait pas que c'est un maître, quoi. Et que quelle responsabilité de transmettre à un disciple quelque chose. Quand on voit en disant oui, mais un alchimiste peut avoir combien de disciples, mais je veux dire, s'il en a un déjà, c'est une attention de chaque seconde. C'est une responsabilité absolue. Je pense à Lao Tse qui a perdu son disciple, qui s'est suicidé quand même, en disant plus personne ne pourra recevoir ce que j'ai donné. Donc on peut imaginer que le rapport de maître à disciple est vraiment quelque chose de très particulier, et ça doit se... Alors là, peut-être que c'est astrologique ou astronomique, ou c'est des conjonctions, comment dirais-je, des superpositions dans le temps, dans l'espace, qui font qu'à un moment il se passe quelque chose. Et on dit c'est lui, mais on peut se tromper, hein. On peut tout à fait dire moi je vais lui donner à lui parce qu'il a une bonne tête, et je vais travailler avec lui, et on travaille 10 ans ou 15 ans avec lui, et il se passe rien du tout. Et là on s'aperçoit que dans l'ombre il y a quelqu'un d'autre, on l'avait jamais vu. Et c'est lui qui va être touché par la voie. Mais, je veux dire, on n'en est pas responsable. C'est-à-dire que c'est pas, en tout cas, ce que j'en pense, c'est pas nous qui décidons de choisir le disciple. Alors une question qui pique ma curiosité et qui est adressée à Patrick, de la part de l'internaute qui s'appelle Matt Collet. Est-ce que Patrick peut nous parler de la pierre de sang des Pictes et de la peur bleue? On dit, oui, je peux en parler, je vous dirai pas comment faire, mais on peut en parler, puisqu'on dit que les alchimistes, il y a 3 règnes. Donc si on est capable de faire une pierre métallique, on doit bien être capable de faire une pierre animale et une pierre végétale. Donc finalement, avec la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre une plante ou un animal. Alors pour un animal, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on va prendre, déjà, il faut que ça soit un animal du règne le plus élevé. Bon, et puis on va prendre, pardon, 2 bons litres de sang, et on ne peut pas rajouter, hein, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec ça. Donc généralement, quand on a pris 2 litres de sang à quelqu'un, il va moyennement bien. Et puis on va séparer le sel, le soufre, le mercure, on va faire une teinture, on va mouiller le sel. Et à partir de ce moment-là, les anciens disaient que la pierre de sang, c'est la potion magique des druides. C'est-à-dire quand on voit Astérix qui fait quelque chose, c'était la pierre de sang. Alors il y a une histoire assez fameuse, où c'est les Scots qui attaquent les Pictes, et ils sont à 1 contre 10 ou 15, enfin ils n'ont aucune chance. Et les Pictes, quand ils descendent, mais ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'il a fallu les découper en lanières jusqu'au dernier pour qu'ils s'arrêtent. Et on dit que leur druide leur avait donné la pierre de sang. Alors il y a un problème avec la pierre de sang, c'est quand on la prend, ça cyanose, c'est-à-dire on devient tout bleu. Et on a toute l'énergie qui se concentre à une seule fois. Alors imaginez, ils ont vu arriver une horde d'individus hirsutes et tout bleus. C'est ce que ça a laissé encore aujourd'hui, la peur bleue.
Alors à tel point, c'est quand les Scots ont pris la place des Pictes, eux ils connaissaient pas la pierre, mais ils se peignaient en bleu pour aller au combat, pour faire croire que, eh bien, ils avaient la pierre de sang. Et quant à la pierre végétale, elle permet d'avoir, dit-on, pardon, le pouvoir sur son propre règne. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur cette pierre-là, eh bien, parlent avec les plantes. Ils ont la main verte, ils ont cette capacité de causer avec le règne végétal. Voilà. Mais pour moi, la seule pierre vraiment qui conduit au bout, c'est la pierre métallique. Tout à fait. Oui. Alors, on a une autre question. Oui, je continue parce que il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On est bien suivi. Donc, Adiono qui nous remercie pour cette émission et qui nous dit que si effectivement on est attentif à certaines paroles, si on prend le temps de s'émerveiller devant l'œuvre de la nature qui nous englobe, une fois une certaine perception acquise, nous pourrons arriver, c'est une question, nous pourrons arriver individuellement à trouver notre voie par nous-mêmes et percer, si je puis dire, c'est lui qui le dit, les secrets que renferme l'alchimie. Mais s'il l'a dit. J'allais dire la même chose. Et ben pour leur formuler différemment, je pense que sa question, c'est de dire, à partir du moment où on s'ouvre à une nouvelle perception, on s'ouvre à la possibilité de comprendre l'alchimie directement. Oui, mais je pense pas que c'est lié seulement à l'alchimie. Je pense que quand on s'ouvre à une autre perception, on est apte à comprendre tout, à comprendre autre chose. L'alchimie, c'est qu'un outil finalement. Et je pense que quand on a bien compris cet outil, on va se dire pourquoi en prendre un autre. Mais je pense qu'il y a autant, encore une fois, il n'y a pas une voie qui est meilleure que l'autre. La bonne voie, c'est celle qui fonctionne. C'est celle qui nous conduit quelque part finalement. Alors bon, il y a toujours le côté un petit peu, oui, on va s'éveiller, on va être rectifié, on va marcher sur l'eau, on va avoir des pouvoirs, parce que c'est un peu des fantasmes de l'humanité. Pardon, et si du jour au lendemain, on acquiert des caractéristiques différentes, bah, faut qu'il y ait une manifestation différente. En gros, il faut que ça se voit, quoi. Et moi, j'ai l'impression justement que l'alchimiste, quand il avance sur son chemin et que il se passe des choses, c'est justement parce qu'il continue à suivre son chemin alors qu'il ne voit rien. Et je pense que ça, c'est encore plus fort, quoi. Ça fait penser à une gravure de l'Atalanta Fugains. Une question de Nicolas 7. Que pensons-nous tous les trois d'Armand Barbeau et de l'ordre du millième matin? Ah là, je laisse Philippe répondre, forcément. C'est à moi à répondre? Ah bah oui. D'accord, je n'avais pas compris. Je n'avais pas capté. Non, mais concernant l'ordre du millième matin, bah, c'est une autre philosophie d'approche de l'alchimie. Et c'est une philosophie basée sur la décomposition végétale et vers un parcours vers les substrats minéraux, mais c'est partant du végétal, ce qui est une forme de voie aussi, hein, pourquoi pas. Je pense que Armand Barbeau ou son fils sont arrivés à certains résultats. Voilà, je ne connais pas le détail en réalité de ce qu'ils ont obtenu, mais c'est une voie comme une autre. C'est tout. Je ne sais pas très bien finalement quel est le but de la question. Oui, cette voie existe. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a. Enfin, c'est pas à nous à répondre en détail de ce qui se trouve dans cette voie. Ne l'ayons pas pratiqué, tout simplement. Une question de Philancia qui nous dit: alchimie, cabale, rite amérindien ou celte ou autre, au-delà des codes de la voie empruntée, ne peut-on pas dire que ce qui compte, c'est cette attention constante au développement de soi et le passage par les trois œuvres, qu'on en connaisse les mécanismes ou non? Oui, je pense, mais c'est des mots. C'est-à-dire que je pense que ça répond, c'est pas une critique du tout, hein, mais je pense que ça répond à toutes les voies, à tout moment et chez tout le monde. Je pense que choisir une voie, c'est un vrai investissement. C'est-à-dire qu'on apprend les mots, on apprend les livres, on apprend le savoir-faire, et je pense que on ne dit pas avant d'avoir fait. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on va trouver ça, on va faire ceci, est-ce que c'est ça?
Moi, je pense que quand on commence, on n'en a pas la moindre idée. Et moi, quand j'ai commencé une voie, je l'ai commencé pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, quand je vais trouver la pierre philosophale, je vais être riche, je vais être puissant, j'aurai plus mal quelque part, on va m'aimer. Je veux dire, on a tous les fantasmes qui tournent autour. Puis après, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Mais je veux dire, je pense que c'est toutes les grandes peurs de l'humanité qu'on va essayer de transpercer, de traverser, pour persévérer et pour justement suivre une voie qui va nous rendre meilleurs, qui va nous éveiller. Alors c'est sûr qu'on peut dire, bah oui, nous on est de la matière, il va falloir qu'on passe 3 étapes, qu'on devienne immobile, silencieux, aligné, qu'on se rectifie, puis ensuite on verra toute chose. Formidable. Mais je veux dire, c'est et quid. C'est-à-dire, je le sais, et maintenant comment je fais, quoi. Mais c'est vrai qu'on est très romantique, nous, et qu'on imagine que c'est merveilleux, c'est extraordinaire, on n'est plus dans le monde des hommes, mais rien ne le prouve. Et on peut juste avoir changé de point de vue, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. En tant qu'alchimiste, c'est une question de Mercure, en tant qu'alchimiste, êtes-vous riche sur un plan financier? Ben bien sûr, ça se voit, non on a tous des chaînes en or autour du cou, que je suis sûr qu'on a tous une grosse voiture, une grosse maison. Évidemment, je ne vais pas dire pourquoi vivre en étant malheureux. Et je veux dire, toute peine mérite salaire. On a un problème en France en disant garder de l'argent c'est sale. Et si on gagne de l'argent, ça cache quelque chose. Je veux dire, c'est une question que j'entends 43 fois par jour, en disant oui, mais tu fais un truc spirituel, comment tu peux faire payer pour ça? J'ai dit quand je vais aller voir mon boucher, que je vais lui demander un steak, et que quand il va me dire ça fait 20 €, et puis que je vais faire pich avec mes doigts, il va foutre à la porte. Donc, je pense qu'il est juste. Il n'est pas juste de vivre avec ostentation, il n'est pas juste d'écraser les autres, mais il est juste d'être libre. Et il se trouve que gagner de l'argent, c'est aussi une manière d'être libre. Et ça ne nous empêche pas de donner gratuitement des choses. Hein. Ça ne nous empêche pas de faire des cours gratuitement. Je vais dire, là, quand je parle du collège, qui est le fonds de dotation, c'est une gestion désintéressée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec. Vous ne pouvez pas imaginer le temps que ça nous prend, le temps que ça me prend. Quand les gens râlent en disant « Ah oui, on ne peut pas y aller tout de suite, ah oui, où c'est le lieu », mais c'est un travail pharaonique. Donc, je pense qu'on a vertu aussi de vivre de notre travail, ce qui me paraît juste, mais la voix, par contre, et la transmission de la voix est toujours gratuite. C'est deux choses différentes. On peut parler de phénomènes connexes, on peut parler d'histoire, ça il est normal qu'il y ait une juste rétribution, mais par contre quand on transmet, maître à disciple, il n'y a pas de question d'argent. Mais c'est pire, hein, parce que quand les gens payent pour quelque chose, il y a un contrat, on a une obligation. Quand on ne paye pas pour, le disciple il ne coule pas, au revoir. Hein. Il prend la porte aussi vite, hein. Il n'y a aucun contrat. Une question d'Andrew. J'imagine que vous avez suivi ça, mais on a beaucoup parlé ces derniers temps d'une substance qui s'appelle l'ormus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te laisse expliquer, parce que moi, j'en sais rien. Je ne connais pas l'ormus. J'ai entendu parler. Je ne veux rien savoir sur l'ormus. Non, mais c'est... Moi, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Voilà, pareil. Consensus chez les alchimistes. Bizarre. Bon, voilà. Une autre question de Anne qui va nous permettre de changer d'horizon. L'alchimie est-elle un code universel dont on s'est servi au cours des siècles pour cacher certaines vérités? Bonne question. C'est peut-être un code universel, mais qu'est-ce que c'est qu'un code? Si c'est un symbolisme universel, ça je serais assez d'accord. Si c'est une codification d'opérations, des choses comme ça me paraît beaucoup moins valable dans la mesure où c'est trop restrictif. Maintenant, Patrick a peut-être... Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les gens qui travaillaient avaient des raisons de garder des secrets. Alors déjà dans les corporations, pardon, quand on fabriquait quelque chose et qu'on était capable de faire une couleur, de tailler la pierre d'une certaine manière, on n'avait pas envie que les autres corporations le sachent. Et à partir de ce moment-là, on gardait une langue cachée. D'ailleurs, entre parenthèses, elle était verte aussi. C'était la langue verte. C'est pour ça que ceux qui transmettaient ça, c'était les trous verts. Les trois phrases verts.
ce qu'on donnait ensuite les troubadours. Mais moi, je ne pense pas qu'on a une volonté de cacher quelque chose. Je pense au contraire, on a une volonté de révéler quelque chose. Mais je pense qu'on ne met pas un fusil chargé dans les mains d'un enfant de 2 ans. Donc il y a des choses qui se méritent, mais pas au sens judéo-chrétien du terme, mais qui font que on est prêt à... Je veux dire, on ne saute pas dans le grand bain tant qu'on ne sait pas nager. On peut le faire, hein, bien sûr, hein, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc je pense qu'il y a eu des secrets, des vrais secrets de corporation. Et ensuite, je veux dire, quand on connaît un peu les symboles, il y a des choses qui sont vraiment très très claires. Hein. Ça paraît curieux, quand on passe sur quelque chose des années après, on se dit, mais comment je ne l'ai pas vu? Et je pense que ça écarte. Je pense qu'on l'a vraiment pas vu. Oui. C'est-à-dire que c'est pas, je l'ai lu, je ne l'ai pas interprété. Non, non. Il était pas là. Je ne l'ai pas vu. Je pense qu'on a un instinct particulier qui fait qu'on occulte un certain nombre de choses quand on ne peut pas les comprendre. Vous savez, cette expérience qui a été faite sur Internet, on voit une foule, et puis tout d'un coup, on fait passer un gorille, disons. Puis on demande aux gens, qu'est-ce que vous avez vu? 90% des gens ne voient pas le gorille. Pourtant, c'est un vrai gorille dans une foule. Pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'il y ait un gorille. Donc, ils ne le voient pas. Donc, on pourrait imaginer que le travail de l'alchimiste, à un moment où il se passe quelque chose qui n'est pas possible, tant que je ne comprends pas que c'est possible, je ne le vois pas. Exact. Enfin, c'est ce qu'il fallait comprendre aussi lorsque, paraît-il, Fulcanelli n'a pas découvert le soufre philosophal, à un certain stade du développement de l'œuvre avant une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça. Ça, si j'ai un souvenir, peut-être que Cédric a un souvenir plus précis que moi, concernant la citation que Cancellier avait faite à propos de son maître, en disant qu'il était resté 20 ans sans découvrir oui, c'est ça. le soufre philosophique. Oui, tout à fait. Oui. Une question de Joël Tétard. Une fois arrivé à l'adeptat, quelle est la fonction ou mission de l'alchimiste vis-à-vis de l'humanité? Oui, ça c'est intéressant comme question. Et si je peux donner un avis perso, je me suis souvent culpabilisé de faire de l'alchimie. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, comme il y a quand même investissement en matière, en argent, en temps, il faut construire un laboratoire, il faut s'équiper, etc. Tout cet investissement, finalement, est quand même assez égoïste, en quelque sorte. Et on peut se poser la question de savoir, mais finalement, à part le plaisir du développement personnel, d'arriver sur une voie, de se sentir progresser en spiritualité et autres, finalement, quelle est la porte qui est tournée vers l'extérieur, vers le monde? On va entendre la réponse de Patrick, mais effectivement, c'est une excellente question. Quel est le sens final du grand œuvre pour l'humanité en général, non pas dans le sens de la philanthropie, mais dans le sens du retour de l'alchimiste vers l'extérieur, finalement. Et avant de passer à la réponse de Patrick, peut-être qu'on peut faire un trait là vers des vieux philosophes comme Heinrich Kuhnras qui peuvent nous lancer sur une certaine voie par rapport à ce genre de méditation. Oui. Mais écoutons Patrick, peut-être. Je ne sais pas si son micro est encore branché. Patrick? On a un problème de micro. Ah oui, c'est bon, ça y est. Ah, ok. C'est bon. Parce que je le coupe quand je tousse pour que tout le monde ne profite pas. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses. Et ça part de cette vision-là. C'est que, pour moi, il y a la tradition, il y a la transmission, puis il y a la source. C'est-à-dire, c'est comme si on était dans une bulle, la matière, notre monde. Et puis quand on est un premier de cordée, c'est-à-dire quand on a fait le chemin qui conduit jusqu'à la peau de la bulle, c'est-à-dire à l'envers, de l'autre côté, eh bien, on ouvre une source. Et dès l'instant qu'on ouvre une source, eh bien, il y a un chemin qui est éclairé. Mais ce chemin, il n'était pas là avant. C'est-à-dire qu'il n'existe que parce que la lumière de la source éclaire le chemin. Et pour moi, ce chemin, c'est la tradition. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais aller chercher un disciple, je vais aller lui faire voir le chemin, il va apprendre le chemin, puis ensuite, ça va l'amener jusqu'à la source. Alors après, on peut imaginer que, on va trouver 2 disciples, on va trouver 3 disciples. Donc il y en a un qui va rester à la porte, qui va maintenir la source en place, ça peut être le maître. Un qui maintient le chemin, qui débroussaille le chemin, c'est celui qui garde la tradition. Puis un autre qui va dans le monde pour transmettre. Et donc là, on pourrait imaginer maintenant, voilà, on a 3 fonctions. La première, je vais dans le monde pour transmettre.
La deuxième, je reste sur la tradition pour décrire le chemin. Et la troisième, je suis à la source. Et on pourrait imaginer que quand celui qui transmet à son tour un disciple, tout le monde glisse. C'est-à-dire celui qui était à la porte passe de l'autre côté. Celui qui était dans la tradition maintient la porte. Celui qui était dans la transmission maintient la tradition. Et un nouveau transmet. Donc je pense qu'on a le choix à ce moment-là, soit de rester pour faire le pont, soit de passer de l'autre côté. Et on ne sait pas, puisque ceux qui sont passés de l'autre côté sont parvenus pour le dire. Une question un peu plus technique de David Design. À quoi sert la gale du chêne en alchimie mentionnée dans la fin du film Le voyage alchimique? Mais ça peut servir à plein de choses. C'est comme, encore une fois, avec les symboles alchimiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez la racine Gale, on parle de pierre. Donc c'est pour ça aussi qu'on commence le pèlerinage de Saint-Jacques en Gaule et qu'on termine en Galice. Et que, pour parler de la matière première, quand on démarre un chemin, on lève le talon. Et quand on lève un talon, on déplace l'astragale. À la fois astre et à la fois gale, pour pouvoir arriver au bout à compost stella. Donc on va voir cette notion de pierre. Et en alchimie, quelque chose d'excessivement important, c'est la purification et l'ouverture de la matière. Donc si on veut, en prenant le principe qu'on fabrique une coupe et il faut que la lumière passe à travers, il va donc falloir persévérer. Et donc il va falloir tuer la matière. Et pour tuer la matière, le caput mortem, il va falloir qu'elle soit oxyde. Donc on peut imaginer qu'elle soit oxydée, par exemple. Et on pourrait imaginer qu'à l'intérieur de la gale du chêne, il y a un acide qui s'appelle l'acide gallique, et qui aurait comme particularité de tuer la matière, de l'ouvrir, pour pouvoir laisser passer la vraie lumière. Et on va retrouver ce symbole à Amiens, par exemple, où on va avoir un coq dans un chêne, parce qu'évidemment la gale du chêne, c'est un parasite, et les anciens parlent de pommes dans des chênes. Évidemment, quand on cherche ça, on ne trouve pas. À Valonne, c'est ça. Hein. C'est des pommes qu'on a, ces pommes ridées qu'on va trouver à l'intérieur des chênes. Donc, évidemment, comme c'est la Gaule et que c'est un gallinacé, et on a le gallinacé, on a le coq, et donc on a aussi ce symbole du coq à l'intérieur de l'arbre. Oui. Alors, toujours dans les questions qui nous parviennent, sachant que je vous rappelle à tous que vous pourrez revoir cette émission grâce aux équipes de Backlist TV et de Salamandre TV en différé pendant une semaine gratuite après son déroulé. Donc, un certain nombre de questions. Une autre question de Macaulay. Est-ce que Patrick a réussi à décrypter le manuscrit de Voynich? Comment dirais-je? Pas plus que l'Ormus. Il faut peut-être laisser ça à Walter Gross alors. Voilà, c'est sans doute ou des écritures qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qui a inventé sa propre écriture. Il y a des anciens qui étaient capables de faire ça. Donc je connais, j'ai vu, mais j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut dire, ça peut vouloir dire. Mais je suis ouvert à toute traduction. Une question de Landré. Finalement, le but de l'alchimie, c'est de faire disparaître l'univers. Est-ce que c'est juste un temps d'avance sur ce qui, de toute manière, arrivera? Oula. Faire disparaître l'univers, il faut d'abord se faire disparaître soi-même, alors. Ça me paraît moins gros. Oui, mais ça va avec. Je veux dire, oui, moi je pense que la création et l'agitation de l'immobile, et que le but de tout l'univers, c'est de perdre son agitation pour retrouver son immobilité. Je veux dire, l'unité c'est un, et c'est pas le fractionnement. Le fractionnement c'est le diabole, ce qui rassemble c'est le symbole. Donc moi je pense, encore une fois, mais ça n'engage que moi, que toutes les galaxies ne sont pas attirées par des trous noirs ou par quelque chose, mais elles sont repoussées par quelque chose. On peut imaginer qu'il y a une énergie derrière qui repousse les galaxies, et finalement qui les concentre à l'intérieur de trous noirs. Les trous noirs sont un peu comme des éviers, quoi. Donc pour moi, j'imagine que l'univers va faire que les étoiles vont s'écraser sur elles-mêmes, puis ensuite ça fait des étoiles neutroniques, et que les neutrons vont s'écraser sur eux-mêmes, et que la matière va devenir lumière. Donc pour moi, il n'y aura pas de Big Crunch, mais des implosions un peu partout dans l'univers, et qu'en finalité, eh bien, il y aura une répartition équitable de l'énergie, donc plus de mouvement. Mais ça n'engage que moi. Oui, on peut aussi penser que on peut être victime d'une illusion
de dimension, c'est-à-dire qu'on peut méconnaître une dimension à laquelle nous n'avons finalement pour l'instant pas de point de contact, mais qui existe aussi et qui est peut-être la solution, et que la fuite des galaxies dont on parle, c'est peut-être une pure illusion, et que effectivement cet univers a peut-être une toute autre dimension qui a une signification qui échappe à l'homme aussi, parce que j'aimerais bien quand même que de temps en temps on se rende compte que notre fameuse intelligence a des limites et que nous ne connaissons pas le plan du Créateur. Et que de plus, nos amis scientifiques n'arrêtent pas de nous dire que nous avons probablement un peu partout dans cet univers des milliers de planètes probablement habitées par des formes de vie ou d'autres, et que nous n'avons pour l'instant aucun contact avec ces autres univers parallèles en quelque sorte, et que donc toutes ces dimensions nous échappent, et que donc on doit quand même un petit peu rester malheureusement les pieds sur terre, et on est limité malgré tout, malgré les progressions possibles avec un art comme l'alchimie. Mais c'est ça justement qui est intéressant dans l'alchimie, c'est que nous finalement grâce à ça on a réponse à tout. Voilà. Et toc. Une question de Nicolas 7. L'alchimie, est-ce mourir ou de son vivant vivre sa mort? Les deux. Oui, après il faudrait se poser la question, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort? On a toujours des questions métaphysiques, parce qu'évidemment la mort c'est un problème pour nous. On s'imagine que soit il y a quelque chose d'après, mais on n'en est pas sûr, soit il n'y a rien, et c'est ennuyeux. Donc on va trouver des solutions les plus satisfaisantes possibles. Et je pense qu'à travers les voies, d'ailleurs ça a marché dans toutes les voies, on dit si vous croyez à ce qu'on fait, vous serez sauvés. Donc n'ayez plus peur de la mort, puisque de toute façon, vous serez sauvés. Mais moi je pense que la mort ne s'adresse qu'à la matière, c'est-à-dire qu'il y a l'ego, et que finalement, quand l'univers aura disparu, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, à travers une dimension ou pas, je veux dire, pour qu'il y ait passage, il faut qu'il y ait différence. Mais dès l'instant qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de passage. Donc, personnellement, je ne pense pas, je ne crois pas à cette mort, mais je crois seulement à un certain nombre de passages. On dit toujours dans la langue des oiseaux, vous savez que j'affecte, quand on dit naître c'est non être. Donc dès l'instant que je nais, je ne suis plus. Et à chaque fois qu'on arrive dans ce monde, on apparaît. À chaque fois qu'on quitte ce monde, on disparaît, donc on ne fait que paraître. Et peut-être que la quête, c'est la quête de l'être, et pas la quête de l'apparence. Et c'est peut-être seulement l'apparence qui meurt. D'ailleurs, il y a des tas de voies initiatiques où on parle toujours de mort des apparences. Que nous, on entend par mort apparente, mais c'est des morts des apparences. Maintenant, si je peux me permettre d'ajouter dans une autre direction, est-ce que tout simplement, c'est une question, il n'y a pas justement cette capacité à s'omnubiler pour les choses matérielles que nous avons en Occident, et qu'effectivement il y a le corps, il y a le psychisme qui en dépend, mais peut-être que ce que nous appelons l'âme est encore une dimension immatérielle, et qui, elle, ne meurt pas et se renouvelle en fait à travers l'univers. Et pour moi, le psychisme est une sorte de focalisation de l'énergie mentale dans une direction précise, ce qu'on appelle globalement l'ego, mais je n'aime pas trop non plus ce mot, et ça on verra pourquoi en astrologie, quand on parlera d'astrologie avec Denis Labouré plus tard. J'aimerais bien revenir sur toutes ces notions. En réalité, c'est une orientation de notre esprit dans une direction bien précise, mais il y a aussi un pôle tout à fait opposé et qui nous relie à l'extérieur de nous-mêmes et qui nous relie aussi en surface à nous-mêmes, en communication, aussi bien avec, on va appeler ça des esprits, mais bon, là je ne vais pas parler d'esprits volatiles ou quoi que ce soit, non, simplement la communication avec tout ce qui est apparemment mort, mais qui ne l'est peut-être pas autant qu'on ne le pense. Et peut-être que de ce côté-là, il y a des choses qui persistent et qui communiquent avec nous, qui tentent de communiquer avec nous, et pour lesquelles nous n'avons aucune éducation avec la mentalité et les critères éducatifs actuels. On n'est pas sensibilisé à ça, on pense qu'on entend des choses ou qu'on voit des choses, on se trouve là devant des perceptions avec lesquelles on n'est pas familiarisé, et donc on a une tendance à faire de cette frontière de la mort physique une frontière absolue, alors que justement l'alchimie nous ouvre une porte qui est celle justement de la mort d'un certain composé,
mais aussi du début d'une vie différente. Et donc, on est progressivement, grâce à l'alchimie, sensibilisé à une dimension où on transgresse toujours la mort physique et où on dépasse toujours ce stade d'une apparente fin des choses, alors qu'en réalité, l'univers se continue et peut-être que notre âme aussi continue une fois qu'elle est dématérialisée, une fois qu'elle est sortie de son aspect purement psychique. Rien s'y oppose pour moi. Une question sur laquelle je vous propose de faire court, parce qu'elle est tellement vaste qu'on pourrait s'y perdre toute une soirée. Une question de Torfro. A-t-on une idée de l'identité de Fulcanelli aujourd'hui? Aïe. Elle a été posée la question. Aïe. La question a été posée. Oui. L'histoire, on en discute depuis. Moi, je pense, parce que je vais être très court sur cette histoire, je pense que si Fulcanelli a volontairement choisi de cacher son identité, même si on connaissait son identité, eh ben, je pense qu'on la donnerait pas. Parce que pour moi, c'est encore plus beau. C'est quelqu'un qui transmet sans justement qu'on parle de lui. C'est un vrai maître. C'est-à-dire qu'il parle de la voix. Il parle de lui. Et c'est... pardon, il ne parle pas de lui, il parle de la voix. Et c'est vraiment rarissime, quoi. On avait au Moyen-Âge, quand les gens faisaient des sculptures, ils ne signaient pas. Tu vois, la signature arrive tardivement, en disant c'est moi qui l'ai fait. Et donc, je pense que c'est encore plus beau d'imaginer ce personnage, ou un collectif, plusieurs personnes qui travaillent ensemble et qui, pour transmettre, ont choisi la discrétion. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Oui, si, vous avez répondu, mon cher ami. Mais en ce qui me concerne, je ne vois pas du tout le problème en réalité. Pourquoi ne pas imaginer qu'il y a eu réellement un alchimiste, qui a effectivement voulu transmettre de manière traditionnelle, comme Philalèthe, dont on prétend maintenant qu'il est un tel, peu importe qui soit identifié derrière le pseudo, le principal, c'est que le pseudo existe et qu'il soit respecté. Or, bien souvent, on veut passer à travers ça, on veut aller vers l'identification civile d'une personne, ce qui est effectivement un jeu intellectuel comme un autre. C'est une forme d'enquête, c'est une forme de recherche, mais là, on passe franchement sur le plan de la biographie, on n'est plus sur le plan de la chimie. Et concernant Fulcanelli, tout le monde peut se faire une idée de la variété de réponses qui existent. On peut dire que c'est un collectif, on peut dire que c'est une personne, on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui a voulu faire écrire par d'autres personnes. Enfin bon, moi j'ai entendu ça de la part de Jean Laplace en 1978. Donc il disait déjà à l'époque in tempore non suspecto, puisque Eugène Cancelier vivait toujours, qu'en réalité Fulcanelli ne voulait pas écrire directement lui-même quelque chose, mais transmettait via ses propres notes, sa propre expérience, et donc il a mis en route un collectif, effectivement, plusieurs personnes successives, et puis sont sortis les fameux livres, avec quand même la responsabilité éditoriale en première ligne de Eugène Cancelier, vu qu'il est préfacier et qu'il est désigné comme une espèce de jalon essentiel qui est la transmission de l'œuvre du maître. Voilà. Bon, et alors, à partir de là, commence une discussion dans lesquelles, effectivement, on pourrait faire facilement 20 émissions et on n'aura jamais... Voilà, on en fera au moins une autre fois. On en fera au moins une autre fois sur Salamandre TV et Baglis TV, mais c'est pas l'objet de ce soir. Enfin, c'était quand même pour ne pas laisser cette question comment est-ce qu'on peut dire, sans réponse immédiate. Pour passer à d'autres sujets, Adiono qui nous pose la question s'il y a un lien entre alchimie et physique quantique. Un lien, c'est peut-être difficile à dire, dans la mesure où nous travaillons avec nos yeux, nos mains, notre nez, et que on est donc forcément à une certaine gamme, je dirais, on est sur une certaine longueur d'onde. En physique quantique, on se trouve dans des dimensions totalement inaccessibles à nos pauvres moyens. Mais, néanmoins, il y a toute une série de passerelles qui ne sont pas inintéressantes. Oui, tout à fait. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait un lien entre les deux. Puisque si, en physique quantique, le principe d'incertitude, c'est observer un phénomène le modifie, on a dit la même chose avec la chimie, finalement. Puisque l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Et puis on a parlé de la vie, de la mort, en parlant de point de vue, finalement. En disant que ça dépend de l'expérimentateur, mais ça se trouve, effectivement,
il y a des dimensions qu'on n'est pas capable d'appréhender, des compréhensions qu'on ne peut pas avoir. Donc, pourquoi pas? Et moi, ça me rassure plutôt de savoir qu'il peut y avoir des chemins différents qui conduisent au même endroit. Une question de Harry Abissira. Quel est l'apport de Nostradamus à l'alchimie? À l'astrologie, ça me paraît assez clair. Une certaine façon de faire de l'astrologie, comme Kepler en a fait une autre. En ce qui concerne l'alchimie, Nostradamus, personnellement, je n'ai pas d'infos. Non, moi non plus. C'est vrai que d'ailleurs, on a, vous pourrez venir voir quand ça sera ouvert au public, on a les Centuries de Nostradamus, donc un original. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des annotations qui nous donnent des clés. Mais c'est vrai qu'à aucun moment à l'intérieur, on le voit nommément parler d'alchimie. Mais bon, sans doute, comme il a été médecin, il a eu besoin de produits. Et le plus probable, c'est que il a eu besoin de les faire aussi, ces produits. Alors, soit il avait un apothicaire, soit il avait un savoir-faire. Mais encore une fois, fabriquer des produits n'est pas de l'alchimie. C'est encore une fois des conséquences. C'est un savoir-faire. On peut utiliser des principes alchimiques pour faire une teinture de plantes et faire un alcaeste ou faire quelque chose. Mais c'est pas pour ça que ça conduit à la pierre philosophale. Donc on peut imaginer qu'il y a plein de gens qui ont fait de l'alchimie, un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire sans savoir qu'ils en faisaient. Et puis, ils ont utilisé ses vertus. Je regardais tout à l'heure le livre de Nicolas Lemery, le livre de chimie, l'édition de 1757. C'est un chimiste, et pourtant tous les textes qu'il utilise dedans, ils parlent d'alchimie. Les symboles, ils parlent d'alchimie, on parle de l'âme des métaux, on parle des trucs qui aujourd'hui nous feraient sauter en l'air. Mais eux, ça les dérange pas du tout. Les flegmes, comment purifier, pour eux, c'est complètement animal. Donc il y a vraiment, moi je pense que les gens à l'époque, c'était pas aussi sérieux qu'aujourd'hui, et que quelqu'un qui était médecin, il était aussi alchimiste, il était aussi apothicaire, astrologue, astronome. Moi, je pense qu'on avait besoin de tous ces outils-là, parce que justement, c'était pas une société de spécialistes. Aujourd'hui, on a une société d'hyper spécialistes, mais ça veut pas dire qu'on comprend mieux. Hein. Tout à fait. Moi aussi, ça me paraît tout à fait culturel. Il est bien possible que Nostradamus ait touché à l'approche du grand œuvre, mais en tout cas, il n'a rien laissé dans ce domaine du monde. Une question de David Design. En vous écoutant, il serait possible de travailler sur n'importe quel métaux. Est-il alors possible de travailler non pas sur le plan philosophique, mais le plan ordinaire? Serait-il avantageux et plus aisé de travailler sur ce plan plutôt que l'antimoine aujourd'hui? Je sais pas, tout est possible, c'est seulement plus ou moins probable. C'est-à-dire, on essaye de remonter au tronc d'un arbre. Ça veut dire qu'on peut remonter de n'importe quelle feuille, finalement, puisque toutes les feuilles conduisent au tronc. Mais il est vrai qu'il y a des branches plus près du tronc. Il y en a d'autres qui sont plus à l'extérieur. Donc même si on peut utiliser d'autres métaux, ce qui a été fait, eh bien il y a des métaux particuliers, on va dire, avec lesquels ça semble marcher mieux. Donc on aura tendance à utiliser plutôt des métaux, je dirais, conventionnels, parce qu'il se passe quelque chose tout de suite, quoi. Mais on pourrait dire que si on était un extraordinaire alchimiste, et qu'on était convaincu de ce qu'on faisait, ben on pourrait prendre n'importe quoi, un boulon, une charentaise, et l'idée nous dirait que, comme tout finalement est issu du 1, bah, tout est lié au 1, et que si on est capable de trouver le point commun qui est dans chaque chose, eh bien on va pouvoir y aller. Alors après, avec le plomb, il y a quand même des contraintes, il y a des trucs, il faut essayer. Et vous allez voir, il va se passer des trucs bizarres avec le plomb. Donc, je vous rappelle qu'avec, on fait du cristal. Et vous remarquerez que quand on a fait du cristal avec le plomb, qu'on a mis dedans, on le voit par le plomb. Donc ça veut dire que le plomb aura tendance à fuser, à devenir transparent, à passer à travers le creuset, et on n'aura plus de plomb dans le creuset. Mais par contre, on aura un creuset vernissé. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est dans l'œuvre? Ou est-ce que c'est une expérience pour montrer qu'un métal peut être liquide et qu'il peut, comme de l'eau, aller de l'intérieur du creuset à l'extérieur? Ça peut être aussi, sans être l'œuvre, des opérations, des hors d'œuvre qui sont édifiants. Et ça nous permettra ensuite, quand on travaillera avec autre chose, de voir la différence. Oui. Alors, une question de G. Pouvez-vous parler de la femme et de l'alchimie? La femme et de l'alchimie. J'éternue pas pour ça, hein, c'est pas une allergie. Hein. Il y a eu des femmes alchimistes célèbres, oui. Mais voilà, bon, la femme a sa place comme l'homme. Enfin,
je trouve qu'il ne faut pas faire d'énormes différences. Il y en a eu peut-être moins à travers l'histoire parce que malheureusement les femmes ont été par exemple, un peu écartées de la culture ou de l'approche des laboratoires ou ce genre de choses. Mais il y a par exemple la dame qui a éduqué le roi Louis-Philippe, la comtesse de Genlis, avait un magnifique laboratoire à sa disposition et elle travaillait beaucoup. Est-ce qu'elle a fait de l'alchimie ou pas? Certains disent que oui, d'autres disent que probablement que non, qu'elle n'était que chimiste, etc. Ça, c'est un débat historique. De nouveau, une question d'enquête. Mais sinon, non, apparemment, la reine Christine de Suède au XVIIe siècle s'était prise d'une véritable passion pour l'alchimie aussi, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des déboires personnels dans sa vie qui ont probablement un peu perturbé sa sérénité pour se consacrer à l'œuvre. D'autres dames encore, Sabine Stuart, le Chevalier, ou d'autres dames plus contemporaines comme Irène Hillel Erlanger, qui est assez connue dans la société parisienne du début du XXe siècle. Bon, ça, c'est une personne exceptionnelle qui est d'ailleurs la mère d'un historien connu, Philippe Erlanger, et qui est disparue dans des circonstances assez curieuses. D'un côté, on a des documents qui témoignent d'une maladie, d'un autre côté, une personne comme André Savoret jurait mordicus qu'elle n'était pas décédée en 1920 et qu'elle vivait toujours dans les années 50. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà, moi je pense que, en tout cas, la quête de l'alchimie est ouverte de la même manière aux hommes et aux femmes. Bien sûr. Donc c'est vrai que comme on est dans une société patriarcale et quand la femme avait de la connaissance, c'était assez mal vu, donc elle n'en parlait pas. Mais je veux dire, rien ne s'y oppose. D'ailleurs, il y a des femmes, comme disait Philippe, qui ont avancé très fortement sur la voie. Et il n'y a aucune raison particulière que ça soit une voie d'homme ou de femme, c'est justement une voie universelle. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Donc il y a des histoires personnelles que je ne peux pas vous raconter là, mais le rapport qu'une femme peut avoir avec son maître, juste sans dévoiler quoi que ce soit, c'est quand cette femme arrive vers son maître lui dit non, je ne peux pas vous prendre. Et lui dit pourquoi? Il dit parce que vous êtes une femme. Donc imaginez comment ça tourne dans sa tête. Hein. Et pendant un certain nombre d'années, elle insiste. Et au bout d'un moment, il apprend quand même. Et le plus fort, c'est qu'à la fin de son travail, il lui dit « Je savais, mon maître m'avait dit que mon disciple, ça serait une femme. » Donc ça veut dire qu'il le savait et qu'il l'a fait exprès pour mettre juste le doigt où ça fait mal. Faut être gonflé quand même. Hein. Parce qu'il aurait très bien pu dire « C'est comme ça, je reste chez moi » et il n'aurait pas eu de disciple. Donc ça veut dire que c'est fort, quoi. La voix est plus importante que nos propres désirs. Donc rien ne s'oppose au fait que des femmes fassent de l'alchimie, et au contraire. Je veux dire, les voies sont ouvertes. Une question d'Harry Abissira. Connaît-on les travaux de Isaac Newton sur l'alchimie et comment Newton a-t-il pu concilier science et alchimie? Newton a cherché en alchimie, comme nombre de personnes qui ont d'ailleurs approché le fameux Philalèthe dont je parlais. C'est-à-dire que Philalèthe est passé un peu comme une comète sur le milieu londonien au milieu du XVIIe siècle. Et Newton a un petit peu recueilli ça, mais par personne interposée. Il ne l'a pas connu directement. Mais c'est clair que l'arrivée d'un adepte qui laisse un traité classique comme l'entrée ouverte au palais fermé du roi, est un moment fort dans l'histoire de l'alchimie et donc Newton, je dirais dans le sillage, en tant que intéressé à la physique, à la chimie, etc., s'est mis au laboratoire, a cherché principalement d'ailleurs sur la piste du fameux antimoine dont on parlait au début de ce reportage. Et donc il a cherché, il a investigué. Il a ouvert toute une série de voies de manière assez rationnelle mais il n'a pas obtenu un résultat qui lui paraissait probant et il a laissé apparemment ses recherches d'alchimie au bout d'une vingtaine d'années en friche. Il n'a pas abouti. Une question d'Adiono. Est-il possible d'en savoir un peu plus sur le fait de pardonner aux ténèbres? Oh. C'est quelque chose on dit toujours. Le but du jeu, en tout cas pour moi, c'est de trouver l'unité. Pour trouver l'unité, trouver la lumière, ça suffit pas. Je veux dire, si on trouve la lumière et qu'on pardonne pas aux ténèbres,
c'est comme si on était dans une partie de l'univers et que l'autre partie était à nos pieds, on le jugeait. Mais quid de l'unité? Donc pour moi, c'est pas tout de trouver la lumière, et il faut justement aller chercher à l'intérieur des ténèbres. Bon, c'est un peu l'histoire de Saint Michel terrassant le dragon. On a des acceptions différentes de ça, mais Michael, c'est celui comme Dieu. Parlons de Cabal, justement, il a une épée flamboyante qui est la 10e lettre de l'alphabet, donc il représente le feu d'en haut. Et le dragon, lui, crache du feu aussi, mais il représente le feu d'en bas, le Shin, c'est-à-dire un chandelier à 3 branches. Et que propose Saint-Michel, en vrai, Michael? Il propose d'ouvrir la peau du dragon pour que le feu d'en haut rejoigne le feu d'en bas. Et si les deux feux sont réunis, alors la création est terminée. Alors évidemment, le dragon, il a le choix. C'est-à-dire qu'il peut dire non, 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 moi, la lumière qui vient d'en haut, j'en veux pas. Alors à ce moment-là, la lumière appuie sur la matière, et c'est pour ça qu'un dragon n'est jamais tué, mais il est terrifiant, c'est-à-dire qu'il est terrifié, il est mis en terre, il est terrassé. Donc on le remet à l'intérieur de la terre. Et on peut espérer qu'à un moment, Saint-Michel percera la peau du dragon, le dragon acceptera, à ce moment-là, les deux feux seront réunis, la création sera terminée. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Michael, il est autant prisonnier que le dragon. C'est-à-dire qu'il pourra être libre aussi, lui, que quand il aura libéré le dragon. Alors, ne trouver que la lumière, ça voudrait dire que lui, il l'a trouvé, il est gardien de la voie du milieu, puis il se fout complètement de ce qui se passe en dessous. Ça me paraît pas très chrétien, en tout cas, pour la représentation de Saint-Michel. Pour en revenir à la question de pardonner aux ténèbres, ça m'a fait tout de suite penser, par contre, aussi à l'essentiel du travail de Carl Gustav Jung en psychologie analytique, qui est finalement de réunir la partie ténébreuse et la partie de lumière, donc de la conscience constructive, sur un chemin d'identité qu'il appelle le principe d'individuation. Quelque part, il s'est énormément servi des traités d'alchimie pour avoir finalement le même type d'optique philosophique de réunion de la part de ténèbres à la part lumineuse pour trouver une unité et un équilibre central. Oui, on trouve ça, le coelum, cette manière d'aller chercher cette noirceur et lui tendre la main, même dans le travail de laboratoire, on le fait. Je veux dire, on va trouver quelque chose de très pénétrant qui va aller chercher quelque chose à l'intérieur de quelque chose. On va pas dire tout de suite, parce que sinon on va avoir trop d'alchimistes opératifs. Une question moins opérative, une question pour Philippe, une question plus d'histoire de l'alchimie. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur Dujol et sa place parmi les alchimistes du siècle dernier? Que voulait-il dire quand il écrivait « Ils ne vous diront jamais rien car vous n'êtes pas de la maison » ? Je ne sais pas s'il a dit texto cette phrase-là, c'est possible. Mais en tout cas, concernant Pierre Dujol, je crois que c'était important, effectivement, de le replacer dans son contexte, dans le contexte du début du XXe siècle. Et effectivement, il a eu aussi, via son commentaire au Mutus Liber, sa part de l'édition alchimique, et il a contribué aussi à faire connaître l'alchimie d'une certaine façon. C'est peut-être malheureusement une œuvre incomplète aussi, dans la mesure où ses soucis de santé l'ont beaucoup absorbé. Et malheureusement, jusqu'à son décès en 1926, il n'avait pas pu vivre l'alchimie aussi comme il aurait certainement voulu la vivre s'il n'y avait pas eu ces soucis de santé. Maintenant, son importance, je pense qu'il a laissé, outre ce fameux commentaire sur le Mutus Liber, un manuscrit très intéressant au point de vue de son propre travail. Et ce manuscrit est ensuite passé à Henri Cotton-Alvar et à sa descendance actuelle. Et je pense qu'il y a donc toujours de Pierre Dujol quelque chose de retraçable au point de vue historique. Il y a une filiation et il y a réellement eu un travail. Je me permettrai de rajouter qu'il était ami avec Fulcanelli. D'ailleurs, il en parle d'une manière non personnelle, mais en 1912, il publie un catalogue dans lequel il fait part de sa connaissance d'un ami qui est possesseur d'une parcelle d'or transmutatoire. Et je ne pense pas qu'à Paris, il y avait 36 personnes qui étaient en possession de ce genre de fragments. Voilà, c'est tout. Une question de David pour Patrick.
Vous avez mentionné en fin d'émission sur Bob vous dit toute la vérité que vous travaillez sur une future série vidéo permettant de mettre en avant une méthode pour améliorer la sonorité et la solidité des métaux et des verres. Est-ce toujours d'actualité? Alors oui, c'est pas tout à fait ça, mais je travaille sur plusieurs séries. Je peux pas vous en parler beaucoup parce qu'on est en écriture, mais des fictions. Donc il y a une série de fiction qui va être quelqu'un qui va faire des enquêtes et justement qui va tomber sur des vers particuliers, ils vont le mettre sur le chemin. Et puis quand Georges sera de nouveau en forme, on va refaire la suite de 7 voyages alchimiques. C'est-à-dire que les 7 premiers, c'est l'alchimiste qui fait son chemin, et les 7 suivants, c'est on va aller dans 7 pays gaéliques et on va rencontrer des artisans à qui on va expliquer comment forger selon l'art, comment distiller, comment. C'est-à-dire, c'est comme si l'alchimiste avait trouvé quelque chose et que justement, maintenant, ils avaient envie de le transmettre dans 7 pays gaéliques. Une question de salle. Maurice Leblanc ou Jules Verne étaient-ils des initiés? Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Oui, mais initié. Oui, voilà, c'est ça. Le mot est un peu imprécis. Ils étaient certainement au courant de pas mal de choses, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'entre le blanc, le noir et le roux, ils avaient déjà des noms un peu prédestinés. Et il est évident que c'est des gens qui se connaissaient et qui fréquentaient sans doute les mêmes cercles. Oui. Donc, il est complètement logique et normal. On l'a vu dans les contes de fées et dans les comptines. Pourquoi pas on pourrait mettre à l'intérieur des enquêtes. Je pense Sherlock Holmes aussi, quand quelquefois il fait des enquêtes qui sont un peu bizarres, on se demande ce qu'il met à l'intérieur, quoi. Il a fait quand même des textes qui s'appellent ceux du dehors. Donc on n'imagine pas du tout, on imagine qu'il est juste Sherlock Holmes. Donc moi je pense, Lance Bureau aussi, celui qui a fait Tarzan, il n'a pas fait que ça, il a fait Le Prince de Pélucidar, le cycle de Mars, et c'est quelqu'un qui se retrouve sur Mars, mais je veux dire, avant de rentrer dans la ville, il y a 2 tours, il y en a une blanche, puis il y en a une rouge. Et puis il passe entre ces deux-là, et seulement après il peut rentrer à l'intérieur. Donc je pense que c'était des gens qui avaient des connaissances et qui ont envie de mettre ça à l'intérieur de leur texte. Oui, c'était certainement une source d'inspiration pour eux. Oui. Une question de Russe. Finalement, est-ce que l'alchimiste doit avoir une croyance déterminée dans la force de conviction, volonté et maîtrise, n'avoir au contraire aucune croyance, être dans le lâcher-prise, l'abandon? Un peu les deux, non? Je crois qu'il faut être tenace dans la volonté, ça c'est certain, mais par contre, avoir comment dire, être dans le lâcher-prise, ça c'est... Ouais, c'est... Moi, je pense que effectivement, c'est un peu des deux, quoi. Oui, voilà. Et c'est des étapes dans notre chemin, c'est des étapes dans notre vie. Je pense qu'on a des étapes, on n'est pas du tout dans le lâcher prise, on est au contraire dans la réussite. Il faut absolument que j'ai investi tant de temps là-dedans et que j'ai un résultat au bout de tant de temps. Et puis au bout d'un moment, complètement dans le lâcher prise, justement, en se disant finalement, moi je pense que l'unité de mesure en alchimie, c'est le temps nécessaire. Et quand on a compris ça, et puis après on est tous différents. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus naturellement enclins à être dans la technique et d'autres qui vont être plus enclins à être dans l'esprit. Mais dans tous les cas, pour moi, il faudra passer par les deux. Et je pense que ces épreuves, entre guillemets, qu'on commence par la matière ou qu'on commence par l'esprit, on aura l'autre à faire quand même. Donc je pense que on peut pas y échapper, quoi. Et que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, si on décide de suivre la voie, ça fait souvent, si je puis dire, ça met là le doigt où ça fait mal, quoi. Et on dit, oui, mais c'est bizarre, il arrive toujours des choses que je ne m'attendais pas. C'est normal, parce que quand on s'y attend, on est face à. Mais justement, tout ce qui va nous arriver, on s'y attend pas. Et il y a des expériences qui nous assoient, quoi. C'est-à-dire qu'on voit un truc impossible devant nous, on se dit, alors, on fait quoi maintenant? C'est vraiment impossible, il y a des explications, il n'y a pas d'explications, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense que c'est un espèce de mélange de tout ça. On saucissonne des moments très rationnels et des moments très irrationnels. Une question pour conclure notre entretien de cette deuxième partie avec les internautes et qui nous ramènera un petit peu sur ce fil conducteur qu'on a eu par moment avec Patrick et Philippe autour de ces figures initiatiques et puis de ces jeux de mots
très riche de sens, alchimique certes, mais polysémique au sens général, issu de la fréquentation des textes. Que penser quelques mots peut-être autour de quelqu'un qui nous a quittés, moi qui m'était très cher parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, donc que j'ai eu le plaisir de connaître il y a quelques années de cela, qui était Richard Cassine. Je laisse Patrick d'abord. Oui, ben, nous, on n'a pas eu la chance de se rencontrer, mais on s'est croisés. C'est-à-dire, je vais pas dire l'un chasse l'autre, mais souvent, on s'est retrouvé à un endroit que l'autre venait de quitter à un moment. Et tout le monde nous disait, ah bah vraiment, il faut absolument que vous vous rencontriez, ça s'est passé à 5 minutes, et ça s'est vraiment passé à 5 minutes. Et même avec Jean-Claude Carton, on avait prévu de faire une émission ensemble, donc il y a... Je sais pas, c'était peut-être pas l'endroit où on devait se rencontrer, et peut-être qu'on devait se rencontrer à l'envers, mais je pense que j'ai le voir. Oui. Bah, moi, je n'ai pas plus de contact direct avec Richard Ketzin, mais c'est quelqu'un qui laisse une œuvre derrière lui. C'était essentiellement un littéraire, Ouais. c'était essentiellement un chercheur aussi. C'est quelqu'un de passionné par la recherche, et je pense que son esprit était tourné vers l'alchimie, un petit peu comme un écrivain peut se tourner vers son œuvre à produire. Et il a rassemblé beaucoup de gens finalement et beaucoup de tendances assez hétéroclites autour du langage justement, autour de la recherche, du dépassement aussi des limites qu'il fallait mettre dans le temps entre le genre littéraire, le genre ésotérique, le genre magique, le genre ceci, le genre cela. Et justement, il a été un des auteurs principaux à mettre le doigt sur l'interpénétration de l'alchimie à travers toute une série de domaines dans lesquels on ne pensait pas la trouver. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin de notre émission avec Patrick Burenchenas et Philippe Buchelot. Merci à tous les deux, merci aux auditeurs de nous avoir suivis aussi nombreux. Et puis il y a une prochaine émission sur Salamandre TV avec les équipes de Backlist TV, où nous aurons la joie de revoir avec plaisir aussi bien Patrick que Philippe. Merci Cédric, et à bientôt alors. Et merci bientôt. Patrick. Merci aussi, et à très bientôt. Oui.